Merci pour l'invitation et merci de nous accueillir pour présenter les projets que nous portons avec la Société française de photographie, donc cette vieille maison, puisque la SFP a été créée en 1854 et reconnue d'utilité publique en 1892. Je redis ça parce que, en fait, la SFP, qui est la plus ancienne société photographique française toujours en activité, porte une mission depuis sa création, c'est-à-dire la diffusion et le travail sur la connaissance de cette nouvelle pratique qui était la photographie au XIXe siècle. Et c'est fort du respect de cette mission encore aujourd'hui que depuis 2018, avec les membres du conseil d'administration de la SFP, mais aussi avec le bureau de la SFP, nous avons réfléchi à un certain nombre de projets scientifiques autour de l'histoire et des patrimoines photographiques qui comportait plusieurs volets, avec notamment une réflexion sur les humanités numériques et comment le numérique pouvait aider à travailler sur l'histoire de la photographie aujourd'hui. Cette réflexion partait aussi de la nécessité de mettre en ligne les données de la SFP, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, et parallèlement aussi la création d'une nouvelle revue d'histoire de la photographie qui devait non pas remplacer, mais peut-être pallier à la disparition d'une revue assez fameuse qui avait été éditée pendant plus de 20 ans par la SFP, qui était Études photographiques et qui s'était arrêtée en 2017. Donc il s'agissait de faire émerger une nouvelle politique scientifique tournée vers les archives, vers les collections et vers ce que nous avons tenté d'appeler avec Éléonore Chaline les patrimoines photographiques, c'est-à-dire d'ouvrir cette notion. Et donc ces réflexions ont rencontré et sont rentrées en synergie avec les projets du ministère de la Culture avec lesquels nous sommes rentrés en discussion, projets autour du et des patrimoines photographiques. Le ministère donc et le bureau de la photographie a rendu possible ces projets que nous allons vous présenter aujourd'hui. On voudrait remercier Marion Islaine pour sa confiance et son soutien, et aussi les acteurs du bureau de la photographie à la DGCA avec lesquels on travaille au ministère de la Culture depuis 2019. Et on souhaitait leur rendre hommage et les remercier. Donc je vais passer sans plus attendre la parole à Éléonore Chaline qui va nous présenter la revue Photographica. Bonjour à tous. Alors voilà, Photographica, c'est peut-être d'abord ça, une revue papier qui paraît aux éditions de la Sorbonne, donc 180 pages environ, une couverture en couleur avec un titre reconnaissable, des contenus de texte, une centaine d'illustrations par numéro qui sont liées à l'histoire de la photographie. Les images photographiques n'y sont pas seulement placées pour faire joli, pour illustrer, mais bien plutôt pour avoir du sens ou accompagner un propos. C'est d'ailleurs l'idée de la rubrique « Un numéro, une image » qui est une porte d'entrée dans chaque numéro, donc avec une image et un court texte qui l'accompagne, qui est placé en regard. Et donc les images ne sont pas là par hasard et on essaie d'inviter les auteurs de la revue à montrer des choses qui sont inédites ou peu connues. Mais Photographica, c'est pas que cette revue papier, c'est aussi donc un site internet, puisque les contenus de chaque numéro sont versés en ligne sur notre site, qui a été conçu par un laboratoire du CNRS qui s'appelle InVisu, qui a pensé une pépinière de revues centrée autour de la question de l'image et donc qui nous accueille sur la plateforme de l'INHA. Donc c'est une revue à la fois papier et en ligne, une publication semestrielle consacrée à l'histoire de la photographie, aux cultures visuelles et matérielles qui lui sont liées du 19e siècle au 21e siècle. 2 numéros sont d'ores et déjà sortis. Donc un premier numéro que vous voyez ici sur les patrimoines photographiques, donc en septembre 2020, et un deuxième numéro sur les photographes itinérants qui vient de paraître en avril dernier. Voilà. Donc le projet de la revue, il est né dans le courant de l'année 2019
autour de plusieurs ambitions. Donc, comme Paul-Louis Roubert l'a rappelé, il s'agissait d'une part de redonner à la Société française de photographie un lieu de publication après la disparition d'études photographiques en 2017, dans un moment où cette même société de photographie repensait son projet scientifique, et puis d'autre part de créer une nouvelle revue consacrée à l'histoire de la photographie qui soit à la fois ouverte grâce à des appels à contributions thématiques proposés aux chercheurs et qui puisse aussi permettre d'aborder des pans un peu délaissés de l'histoire de la photographie, comme le 19e siècle ou l'histoire de la photographie industrielle, par exemple. Donc à la fois tenir compte et se faire le réceptacle de dynamiques porteuses de l'histoire de la photographie, mais aussi pouvoir insuffler, dans une certaine mesure, de nouvelles dynamiques de recherche sur des sujets encore peu explorés. Donc c'était le cas de ce numéro 2 sur les mobilités photographiques. Ça sera le cas aussi du numéro 3. Donc d'où l'importance de ces appels à contribution qui, par ailleurs, permettent aussi d'évaluer les articles de manière anonymisée, et donc de répondre à des critères de ce qu'on appelle désormais la science ouverte. Donc on s'adresse plutôt à un public universitaire, donc de chercheurs en sciences humaines et d'étudiants, mais aussi des professionnels de la photographie, donc des musées, archives, bibliothèques, centres d'art. Et puis, c'est pas du tout une revue qui est inaccessible aux gens qui s'intéressent à l'histoire de la photographie d'une manière générale. C'est aussi pour ça qu'on a pensé au sein de la revue une variété de formats, de rubriques, donc des textes classiques, je dirais, et puis des textes plus courts, comme la rubrique Un numéro, une image, des entretiens aussi, et puis une rubrique source qui invite à s'intéresser à différents types de documents, donc des textes, des images, mais aussi potentiellement des traductions, ce qui sera le cas dans le futur numéro 3 de Photographica. Et puis, donc, une revue, c'est aussi toujours peut-être et d'abord des gens qui ont envie de travailler ensemble, donc de discuter, de lire, de suivre des articles en cours de fabrication, de réfléchir, d'accompagner des auteurs et des autrices grâce à un comité de rédaction dont vous voyez les noms derrière moi, et à un comité scientifique aussi, et dont vous avez la liste juste derrière. Donc c'est une équipe et c'est donc aussi une aventure collective. D'abord entre la SFP et puis ses partenaires de Photographica qui ont rendu le projet possible, donc le ministère de la Culture d'abord, et puis des labos de recherche comme l'ICSA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entre la SFP et son éditeur, donc les éditions de la Sorbonne, qui a accepté quelque chose qui pour nous était très important, donc ce principe de faire exister la revue à la fois comme un objet qu'on peut tenir en main, à lire, et puis en ligne, gratuitement accessible, en simultané de la parution papier, en faisant le pari que ces deux formats s'adressaient à des publics différents. Et puis, entre la SFP et le labo du CNRS InVisu, qui nous accueille comme première revue de sa pépinière de revues et qui a créé donc le site web, et puis aussi avec donc des graphistes, en l'occurrence le studio d'Agnès Dahan, qui a travaillé sur la maquette de la revue et sur voilà, ces lettres qui forment un peu le logo de Photographica. Alors, je vous présente un peu les contenus. Donc ça, vous avez donc à gauche la couverture du premier numéro, à droite le site internet de la revue. Donc notre premier numéro qui a été donc préparé pendant le premier confinement et qui est sorti juste avant le deuxième confinement et la fermeture des librairies, portait donc sur les patrimoines photographiques, entendus d'une manière étendue et au pluriel, parce que pas centré seulement sur la question de l'art, des œuvres photographiques ou des auteurs, mais plutôt de celle de ces archives, de cette masse d'images photographiques de tout type, y compris industrielles et commerciales. Et donc de ces patrimoines photographiques comme véritable matière de l'histoire, et donc pour les historiens et les historiennes. Et en fait, voilà, une revue qui voulait penser ces patrimoines photographiques comme source pour penser et écrire l'histoire de la photographie, puisqu'en fait, c'est ça qui détermine aussi la manière dont on peut écrire cette histoire. Donc c'est des réflexions qui ont été centrales dans la manière dont on a pensé le projet de la revue et qui ont notamment porté le colloque qu'on avait organisé en novembre 2019 au Musée des Arts Décoratifs, donc qui s'appelait Patrimoine photographique, Histoire, Ethnologie, Émotion. Bref, ce premier numéro, donc avec en couverture cette photographie un peu énigmatique d'une fillette aux yeux bandés qui tire la langue et qui vient en fait
d'une collection de photographies médicales. C'était un numéro programmatique, un numéro d'ouverture qui nous a permis de tester cette formule papier et en ligne. Le deuxième numéro, donc Rouge Brique, paru en avril dernier, s'ouvre sur un varia d'une historienne américaine, Wendy Grossman, autour de la figure d'Adrienne Fiedlin, donc une modèle noire qui a été un temps intégrée au cercle de Picasso, qui a été la compagne de Man Ray, qui a été beaucoup photographiée par Man Ray. On a choisi d'ouvrir ce numéro par ce varia, ce qui se fait pas tellement habituellement, pour donner tout son poids à ce texte qui répond à un double questionnement contemporain sur les femmes d'une part et sur les minorités d'autre part. Et ensuite, on entre dans la thématique de ce numéro, donc qui s'appelle Hors les murs, photographe et studio mobile, qui retrace une histoire, ou plutôt des histoires et des questions liées à l'itinérance des photographes professionnels. On y trouve notamment des articles sur le cas d'une femme photographe itinérante avant d'être sédentaire, donc écrit par Thomas Galifo sur le cas de Maria Chamfort, un article d'une jeune chercheuse allemande, Clara Bolin, qui a écrit sur les photographes allemands en Suède dans les années 1840-1850. Donc c'est un numéro très 19e siècle, ce qu'on voulait faire aussi à Photographica, mais qui va jusqu'au second 20e, grâce par exemple à un article de Vera Léon sur la querelle des photofilmeurs, et puis même jusqu'à aujourd'hui avec un entretien qui a été réalisé par Manuel Charpy avec le cinéaste Hu Wei. Voilà, donc les thématiques des prochains numéros, et je terminerai peut-être là-dessus. Donc, à l'automne prochain, un numéro 3 autour des échelles et de la géographie de l'histoire. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que des histoires mondes ou des histoires mondiales de la photographie sont possibles et comment est-ce qu'on les traite? Voilà. Un numéro 4 autour des producteurs d'images qui sera coordonné par Marie-Ève Bouillon et Laureline Mézel. Et puis un numéro 5 sur la question du portrait. Portrait subi, portrait choisi, avec 2 directrices de dossier invitées, Alexandra de Hering et Anne Rouquens, parce que pour nous, c'est également important dans la revue de pouvoir ouvrir le comité de rédaction et accueillir d'autres voix. Voilà. Bon. Et on voit que ce qui relie tout ça, c'est bien la question des sources, des archives photographiques, quelle matière pour l'histoire. Et on pourrait dire que ça se prolonge aussi dans le projet de base de données, mais cette fois en amont de la production des recherches. Et donc je laisse la parole à Paul-Louis Roubert et Félicie de Maupoux pour vous présenter ce deuxième projet de la SFP. Bien, merci Éléonore. Donc effectivement, je vais enchaîner tout de suite sur la base Iconos Photo, donc qui s'inscrit effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans un projet plus global autour des actions de la SFP, mais donc ce qui est un projet ambitieux puisque cette réflexion tout à l'heure, comme je le disais, émerge au sein de la SFP qui réunit aujourd'hui des chercheurs, des chercheuses, des universitaires, des conservatrices et des conservateurs, mais aussi des étudiants, des étudiantes, des passionnés d'histoire de la photographie. Et l'idée de cette base de données s'inspire très précisément de ces répertoires que certains d'entre vous ont peut-être sans doute connus, dont la dernière édition datait de 2004 et qui était publiée par la Documentation française, mais aussi de tout un tas de bases de données et de projets autour de la recension du patrimoine photographique français. Je pense aux bases Bora, mais évidemment au site internet Arago que nombre d'entre vous ont connu. L'idée était de poursuivre ce travail et de concevoir un répertoire des fonds, des collections photographiques, puisqu'on se rendait compte que de nombreuses bases de données, de nombreux inventaires de collections, de fonds photographiques existent dans des musées, dans des archives, dans des bibliothèques aujourd'hui, et donc qui révèlent une richesse incommensurable d'un patrimoine absolument très dynamique et encore à découvrir parfois. Mais ces données, on le constatait, étaient parfois éparpillées sur différents sites institutionnels, et pour cause, qui permettaient, mais que cet éparpillement ne permettait pas de croiser, de croiser les informations. Je veux bien la diapo suivante. Il y a pourtant des outils comme la plateforme POP qui est accessible à tous et la plateforme ouverte du patrimoine, mais qui n'est pas un outil dédié au médium photographique et donc qui ramène parfois beaucoup
réponse à des interrogations, à des recherches. Donc l'idée était de penser un outil qui permettait de donner accès, non pas à l'ensemble du ou des patrimoines photographiques, pour reprendre l'expression, mais puisque l'exhaustivité est impossible, puisque de la photographie, il y en a partout et dans toutes les archives, et toute image fait archive, mais qui centraliserait plutôt des informations contenues dans les diverses collections et dans les diverses archives et bibliothèques, et centraliserait ces informations pour mieux permettre de renvoyer vers les différentes institutions elles-mêmes. Donc, ce qu'on a conçu, c'est l'idée d'un outil qui permet d'aiguiller à la fois les chercheurs, les chercheuses, les conservateurs, les conservatrices, les étudiants, auxquels on pense beaucoup, puisque nous sommes, la plupart d'entre nous, universitaires, et nous formons des étudiants à la recherche. Donc, un outil d'aiguillage destiné à présenter ce qu'on va présenter, et Félicie va vous expliquer comment et pourquoi, les archives, ce qu'on considère comme étant les archives du patrimoine photographique français. C'est-à-dire, non pas seulement, pour reprendre la réflexion de tout à l'heure, le patrimoine artistique consacré, tel qu'on le considère aujourd'hui, mais aussi la mémoire de la photographie appliquée, de la photographie industrielle, de la photographie commerciale, de toutes ces photographies qui sont contenues dans ces collections, mais qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui ou mises en avant. Et nous, de faire émerger aussi ces archives-là, ça nous intéresse. Donc, on a commencé des discussions qui sont toujours en cours et qui nous permettent d'établir un cahier des charges. Donc, on a discuté avec les Archives nationales et la mission photo, avec la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, les acteurs de la plateforme POP, le musée Nicéphore-Niepce, le musée d'Orsay, le musée Albert Kahn, la Bibliothèque nationale, etc., etc. Donc, je vous remets les points principaux. Donc, l'idée, quand même, au-dessus de cette base de données, c'est de créer un portail éditorialisé sur le patrimoine photographique qui n'existe pas encore. On publiera des chronologies, des bibliographies, des répertoires de mémoire universitaire soutenus chaque année, un répertoire des sources, des glossaires techniques, des lieux de recherche, des outils qu'on trouvait déjà sur Arago et qu'on va reprendre et développer à partir de ça. Une cartographie des lieux de conservation, parce qu'il y a beaucoup de lieux à Paris, mais il y en a sur tout le territoire, et ça nous intéresse beaucoup, évidemment, de faire ressortir ces différents lieux de conservation. Et puis, à l'intérieur, donc une base de données conçue comme un outil d'orientation dans les archives du patrimoine photographique. Un outil, donc c'est un projet collaboratif, on va vous le montrer, qui est très open, c'est-à-dire open access, c'est-à-dire tout le monde pourra y avoir accès, open data, c'est-à-dire les données seront ouvertes, et conçu avec des outils open source, c'est-à-dire qui vont pouvoir être récupérés et évoluer avec le temps sans que ces bases ni ces informations ne soient propriétaires. Et puis, au cœur de ça, c'est essentiellement une base textuelle qui s'attache à la description des fonds conservés, mais qui ne stocke pas les images, puisque les images sont la propriété des collections. Donc, comme je le disais, c'est à la destination des chercheurs, des chercheuses, etc. Toute cette liste que j'ai déjà donnée. Donc, je voudrais juste donner le but essentiel de cette menée par la SFP, qui est reconnue d'utilité publique. Donc, enfin, on n'a aucun... notre intérêt ici, c'est la connaissance et la diffusion du patrimoine photographique, c'est rendre visibles ces archives et offrir un outil pour la recherche, et notamment pour le patrimoine du XIXe siècle. Je passe la parole à Félicie, qui va nous expliquer un peu le cœur du moteur. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Louis. Alors voilà, fort de l'ensemble de ces réflexions qui vous ont été exposées, on s'est posé la question de l'outil qui était le plus adapté pour réaliser ce projet de base de données. Et comme vous le voyez derrière moi, donc notre choix s'est porté sur le logiciel Atom, qui signifie Access to Memory, et qui est donc un logiciel libre, open source, qui a donc... Un de ses avantages, c'est quand même d'être gratuit, qui est développé et maintenu par une très grande communauté, notamment une communauté française. Donc voilà, il y a une certaine pérennité dans le temps de ce logiciel. C'est un logiciel qui, ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, c'est-à-dire que les données et la présentation des données sont séparées. Donc on peut faire évoluer la présentation des données.
elles-mêmes seront toujours préservées de la manière dont elles ont été entrées. L'autre gros avantage qui nous a fait nous orienter vers Atome, c'est que c'est un logiciel métier, un logiciel d'archives, c'est-à-dire qui respecte les normes archivistiques internationales et dans le cas les normes ISATG et donc tout le formulaire de description ISATG qui est traduit en XML EAD pour le format numérique, ce qui permet l'interopérabilité des données. Donc, avec, outre la description archivistique des données, on reprend la logique des archives, c'est-à-dire un plan de classement, une hiérarchie qui va donc de l'institution, du fond, jusqu'à la pièce, quand ces archives ont été décrites aussi finement. Je vous le disais, donc c'est un logiciel qui peut être les bases de données peuvent être interopérables grâce au protocole OAI-PMH. Là, je rentre un petit peu dans des choses techniques. Et cette interopérabilité, elle est facilitée aussi par la mise en place et l'utilisation de référentiels et de thésaurus. Donc là, c'est aussi une réflexion qu'on est en train de mener. C'est aussi pour ça qu'on va rencontrer toutes les institutions, c'est d'arriver à mettre un petit peu à plat l'utilisation de ces référentiels et thésaurus, voire ceux qui sont le plus utilisés et qui peuvent réunir le plus de monde autour de la table. Et puis, il y a aussi la possibilité de créer des notices d'autorité internes au logiciel, ce qui permet une navigation plus facile entre les institutions, les notices et les différentes données. Autre intérêt de ce logiciel Atome, c'est la facilité de versement et de gestion des données. Alors pour verser les données dans la base, ça se fait par un back-office qui est accessible aux institutions avec différents niveaux d'habilitation, les gestionnaires ou les contributeurs. On peut entrer les données notice par notice, ce qui est, je ne vous le cache pas, un petit peu fastidieux. On privilégiera une entrée, un versement massif des données via des formats que vous connaissez, CSV, Excel ou éventuellement JSON. Donc on est en train, là aussi, de travailler à la rédaction d'un formulaire qui permettra aux institutions de verser automatiquement leurs données elles-mêmes ou avec l'aide de l'équipe de la SFP, de l'équipe d'Iconos Photo. Donc vous voyez, la logique, c'est le versement volontaire par les institutions des données sur la base. À aucun moment donné, on aspire les données. Donc les institutions choisissent les données qu'elles vont verser sur la base et peuvent bien sûr les faire évoluer, les corriger, puisqu'on sait que le travail est permanent sur ces inventaires. Donc voilà, les institutions restent maîtres de leurs données et donc peuvent être mises à jour comme je le disais. Ensuite, différentes manières de parcourir la base, ce qui est aussi un des intérêts. Il y a un moteur de recherche, c'est évident. Différentes entrées, on peut rentrer par institution, par auteur, par période. Et ensuite, on peut restreindre sa recherche par des facettes de recherche. Et ce qui est très intéressant également, c'est que Atome est entièrement paramétrable par les développeurs qui le mettent en place. Donc tous ces paramètres seront choisis au moment de la mise en place de l'outil et en accord avec les différentes personnes qu'on est en train de mettre autour de la table. Sur la slide, vous voyez que ça peut aussi être intégré à un autre CMS. Là, l'intérêt, c'est aussi parce que c'est un logiciel métier qui peut parfois être un petit peu aride et donc le fait de le coupler avec un autre CMS permet de le rendre pour l'utilisateur final un peu plus facile à naviguer et ça permet aussi de rajouter la couche du site éditorialisé, donc ce portail de la photo patrimoniale. Donc on va visiter maintenant l'outil. Alors j'ai pris ici, la référence est sur une autre slide, mais j'ai pris ici le petit outil de démo qui est accessible sur le site lui-même de Atome, donc vous pouvez faire tout à fait cette petite visite. J'aurais pu prendre d'autres exemples puisque voilà, il faut bien avoir en tête que c'est un logiciel qui a été choisi par plusieurs institutions pour gérer leurs archives. On a parlé du laboratoire Invisu, le musée d'archéologie nationale, la MSH Monde, mais aussi les archives du Canada. Voilà, c'est une
je vous en cite comme ça quelques-uns. Voilà, c'est vraiment un logiciel qui commence et qui est de plus en plus utilisé par les différentes institutions. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai encadré en orange, c'est pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc là, vous voyez, on entre directement dans l'outil et donc avec on peut cliquer sur naviguer par. Donc vous voyez, là encore une fois, on choisit ces différents paramètres et à côté la barre de recherche. Une fois que vous avez choisi ce paramètre, vous avez ici, donc là c'est en anglais, mais c'est ce qu'on appelle donc les facettes de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez en fait affiner progressivement votre recherche. Donc soit vous avez une idée précise de ce que vous cherchez via le moteur, soit vous y allez progressivement. Et l'enjeu à travers ces différents modes de recherche, c'est de vraiment pouvoir faire remonter des fonds, des collections qui ne sont pas forcément très connus ou bien identifiés. Ensuite, je vais vous présenter donc l'entrée par institution, qui sera une des principales portes d'entrée de la base, puisqu'encore une fois, comme le disait Paul-Louis, l'enjeu est de faire un outil d'aiguillage, et donc on rentre par l'institution et ensuite on descend. Donc je vais rentrer rapidement dans une institution, juste pour vous préciser que voilà, chaque institution a une fiche dans laquelle elle se présente, où l'institution sera maître de ses données. Et donc voilà, ce qui est important, c'est il y a une maîtrise par les institutions de leurs données et ensuite, on descend à l'intérieur. Donc là, on part de l'institution. Et ensuite, on va rentrer rapidement, vous voyez, dans ces fonds, avec en permanence l'arbre hiérarchique qui est visible sur une donnée, même quand on est à la pièce. Ensuite, on a les différentes zones de description. Et là, vous voyez, j'ai choisi un item qui a une photo et je finirai très rapidement là-dessus. C'est pour vous préciser que, voilà, il est possible d'afficher des photographies quand les institutions les ont numérisées. On pourra les afficher avec des protocoles, soit le IIIF, soit par des liens pérennes. Mais ce n'est pas une base photo, ce n'est pas l'entrée principale et surtout, nous n'en serons pas propriétaires. Il s'agit juste de les afficher. Et puis en tout dernier, mais vous pourrez vous-même visiter les sites. Tu peux avancer. Voilà, c'était pour vous montrer un exemple qui est sur Internet aujourd'hui, qui s'appelle Open Jérusalem, qui a été donc développé sur les archives de Jérusalem. Et pour vous montrer, voilà, je vous ai montré une partie de logiciel métier qui peut parfois paraître un peu aride, mais voilà, quand on le travaille avec un autre CMS, on arrive à avoir un portail qui est, comme on dit en bon français, user-friendly. Je vais juste peut-être terminer. Merci beaucoup Félicie pour la présentation de l'outil qui est un peu technique, mais c'est pour vous montrer que on part sur une réflexion vraiment assez poussée sur l'usage des données, mais aussi sur la manière dont va pouvoir se présenter cet outil. Voilà, que le travail est en cours, il avance très bien, et donc l'horizon, nous sommes sur fin 2022. Donc voilà, en espérant que ces réflexions avancent aussi bien qu'elles avancent aujourd'hui malgré le confinement. Et c'est aussi pour répondre à ces préoccupations qui sont sans cesse les nôtres, c'est comment accéder aux collections lors de ces phases de confinement qui, j'espère, ne se perdureront pas, quoi. Donc je repasse la parole à Éléonore pour présenter rapidement le dernier projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Voilà, donc troisième et dernier projet, donc c'est une étude internationale, donc étude sur les bonnes pratiques et dispositifs innovants en matière de conservation et de valorisation des fonds photographiques dans les institutions à l'international. Donc c'est une commande du ministère de la Culture, donc pour une mission de 6 mois, qui a été confiée à Cindy Hourdebec, qui peut malheureusement pas être là aujourd'hui puisqu'elle est cas contact. Mais donc, elle est historienne de l'art, formée à l'Université Paris 1. Elle a fait un master en histoire de la photographie. Elle a notamment travaillé sur les collections de la photothèque du tourisme. Et c'est elle qui mène cette étude qui est encadrée donc par la SFP. Donc comment d'abord, quel est le but, quelle est l'ambition de cette étude? C'est de produire un rapport de veille
de dresser un état des lieux pour mieux connaître, pour mieux cerner les pratiques de conservation et de valorisation des collections photographiques à l'étranger. Donc c'est pas de remplacer des choses qui existent déjà, mais c'est plutôt d'avoir un échantillonnage qui permette aussi des comparaisons. Et les institutions photographiques qui commencent à répondre à ce questionnaire sont aussi elles-mêmes très intéressées par cette étude et se disent qu'elles aimeraient bien en savoir plus sur les résultats de cette étude. Donc comment l'étude se passe concrètement? D'abord, il y a eu l'élaboration d'un questionnaire qui va permettre donc à Cindy Ourdebec de récolter des informations exploitables et un questionnaire qui ne soit pas trop long, pas trop dissuasif pour ceux qui le reçoivent. Donc une 50aine de questions autour de 3 volets. L'enrichissement des collections. Donc, par exemple, on peut se poser la question de la présence des femmes, de celle des minorités, etc. Donc ça fait partie du questionnaire. Enrichissement des collections, conservation et valorisation, avec là aussi des questions qui sont liées à l'actualité et à cette pandémie donc du Covid-19, quel impact, comment cette pandémie a modifié des pratiques dans ce domaine donc de la conservation et de la valorisation des collections photographiques. Voilà. Deuxièmement, une liste d'institutions qui a été établie, qui est un échantillonnage d'un corpus. Ce qui est intéressant dedans, c'est la variété. Donc, il s'agissait d'avoir des institutions qui conservent quantitativement des fonds très importants, donc très importants numériquement, des institutions, des musées qui ont des départements photographiques, et enfin des institutions qui ont été créées pour la photographie, qui ne conservent que de la photographie. Donc, une variété de structures, mais aussi une variété géographique, avec une étude qui va aller chercher sur tous les continents, donc Amérique du Nord, Centrale, Amérique du Sud, Europe, Asie, voilà. Donc 6 mois, c'est très court, donc on a choisi de réduire le périmètre de cette étude à une 12aine d'institutions pour le moment, et bien sûr ça pourra être élargi par la suite, et on pense d'ailleurs que ça vaudrait la peine d'être élargi. Et puis enfin, il est prévu des interviews pour prolonger certains points et prolonger les discussions, aborder d'autres sujets, mieux connaître les institutions et créer un lien. Voilà, ce rapport qui est en cours de préparation, il sera publié à la rentrée prochaine sur le site du ministère. Je m'arrête là, je crois. Voilà. Bon, on est ravis d'avoir pu vous présenter ces 3 projets. Il y avait juste une question sur le fait que savoir si Iconos Photo serait moissonné par Pop. En fait, pour le moment, non. Ce qu'on essaye de... Ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est à rapprocher les 2 protocoles de versement. Alors, si je m'adresse vraiment à quelqu'un qui parle de la part d'une institution, de rapprocher en fait le versement sur Joconde du versement sur Iconos Photo pour ne pas multiplier les opérations de la part des institutions. Et l'autre question, c'était sur les fonds contemporains. Alors non, pour l'instant, nous, Iconos Photo sera dédié essentiellement aux fonds qui sont libres de droit, c'est-à-dire dont les auteurs sont dans le domaine public. Et il y a une institution, enfin un site Vidéo Muséum qui est consacré aux fonds contemporains. Et donc on renvoie plutôt à Vidéo Muséum, dont c'est le travail. Voilà, si j'ai répondu aux questions. Bravo, merci beaucoup.